Donc voilà comment se présente le dossier. Vous avez des sous-dossiers et un fichier start.jar. Si vous double-cliquez sur ce fichier start.jar et que vous avez la dernière version de Java, il va s'ouvrir comme un programme. Vous avez alors cette fenêtre-ci qui s'ouvre. Il peut être nécessaire de la redimensionner. Voilà. Si les boutons n'apparaissent pas et que vous êtes obligé de passer la souris pour les voir apparaître et que vous n'avez rien ici, il faut mettre à jour votre version de Java et après ça devrait fonctionner. Donc voilà le principe. Vous êtes un robot, on vous a envoyé sur une autre planète pour la conquérir ou pour préparer l'arrivée des astronautes. Vous devez donc vous procurer de l'énergie dans un premier temps, car l'énergie est vitale pour vous. Pour ce faire, vous allez d'abord étudier le terrain, voir quelles sont les différentes formes d'énergie qui peuvent se trouver sur l'île où vous avez atterri. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous pourrez construire des bâtiments pour exploiter cette énergie. Donc, les boutons du haut vous permettent de voir les différents types d'énergie et les zones. Par exemple, si je clique sur ce bouton, là vous avez les zones constructibles. Sur ce bouton-là, c'est les zones constructibles sous-marines. Et après, là, c'est les types d'énergie. Donc là, l'énergie solaire, par exemple, ou les zones en rouge vif, c'est là où il y a le plus d'énergie solaire, et en noir, c'est là où il y en a le moins. Donc ici, ça correspond aux zones qui sont le mieux éclairées par le soleil, et les endroits où il y en a le moins, aux zones où on n'a pas de lumière, quasiment. Alors en fait, quand vous ouvrez aussi ce type de vue, par exemple là, je choisis le vent turbulent, il est au relief, vous avez en même temps un graphique temps réel qui s'ouvre, avec différents modes de vue. Moi je prends le cumulatif, qui vous permet de savoir en temps réel quelle est la puissance maximale que vous pouvez extraire de cette énergie avec un bâtiment. Donc pour être plus précis, en haut ici, vous avez la puissance maximale que vous pouvez extraire au cours du temps. En bas ici, vous avez la puissance minimale qui apparaît sur le graphique. Après, vous avez deux bornes. Une ici, qui correspond donc à la date en année au moment où vous avez commencé à mesurer, et celle qui est ici, à la date en année au moment où vous avez fini de mesurer. Sur ces courbes, sur ces genres de courbes, il y a deux caractéristiques qui vont nous intéresser. La puissance moyenne, qui correspond à ce que l'on peut espérer tirer de cette source d'énergie, et la variation, qui en revanche est un problème que l'on devra résoudre. Si on veut obtenir une alimentation en énergie constante, le fait que cette source d'énergie varie au cours du temps va nous poser des problèmes. Il est temps pour nous de définir notre stratégie. D'abord, on va donc regarder quels sont les endroits pour chaque type d'énergie où on peut récupérer le plus d'énergie et comment elle varie. Donc l'énergie solaire, on avait vu, c'est essentiellement la plaine, un peu la montagne. Comment est-ce que ça varie? Donc là pour le moment c'est nul, on n'a pas d'énergie, ça doit être la nuit. Voilà, donc là on voit ça monte jusqu'à 10 000 watts par bâtiment. On imagine assez facilement qu'il s'agit d'un cycle en fait, qui correspond au jour et à la nuit. Donc on va sûrement le voir redescendre à 0. Voilà. Donc on a une énergie moyenne de 5000 et on a une variation entre 10 000 et 0. Le vent. Donc on a un vent de type un peu laminaire, donc lui, il est le plus important là où on n'a pas de relief et en hauteur. Donc on l'a sur ce graphique. Il varie entre, là il y en a 47 800 en haut et 40 000, donc entre 50 000 et 40 000, et on le voit varier un peu. Bon, il varie pas énormément, mais il varie quand même. Là il est descendu à 35 000. Voilà, bon là il est remonté. Donc il varie faiblement autour de 40 000, je dirais. Il est plus abondant donc sur la plaine et en hauteur. Le vent de type 2, donc lui, il est abondant essentiellement au niveau des falaises, ici, début de la montagne, et là-bas. Et c'est un vent qui varie beaucoup, comparé à l'autre. Là on voit,
Je vois ici entre 80 000 et 2000. Donc celui-ci, vraiment, il varie énormément. 80 000 et 2000, donc avec une valeur moyenne un peu entre les deux, aux alentours de 40 000, comme l'autre. Voilà. Ça, c'est le courant marin. Donc les courants marins, on voit, ils sont essentiellement importants au bord de la côte, ici. Pas là, parce qu'il n'y a pas de courant marin. Son graphique, là, il est constamment sur 50 000. Donc je pense de la même manière que pour le jour et la nuit, comme là c'est lié au cycle des marées, on va avoir, voilà, vous voyez, donc c'est périodique, mais avec une période un peu plus longue que on avait pour le jour et la nuit. Pas la peine de s'énerver. Et on a une source d'énergie hydraulique ici, sous forme d'une rivière, mais qui représente en fait, si je décale un peu comme ça et que je zoome, vous voyez, on n'a que 50, donc c'est pas énorme. On n'a pas grand chose à en tirer de cette rivière. Donc voilà l'approche que l'on choisit. On va construire une hydrolienne près des côtes, là où on avait la zone abondante, des panneaux photovoltaïques sur la plaine, là où on avait le plus de soleil, et des éoliennes, donc un à côté de la montagne, pour profiter du courant d'air fluctuant, donc le vent de type 2 qu'on avait vu, et quelques-unes aussi sur la plaine, donc là pour profiter plutôt de la source d'énergie du vent qui variait moins, qui était plus stable, celle qui était laminaire. Alors c'est parti, donc on va construire nos générateurs, d'abord les éoliennes. Donc quand on clique sur le bouton pour construire, on a cette fenêtre qui s'ouvre, qui nous dit de choisir une puissance instantanée minimale et une puissance instantanée maximale. La puissance instantanée minimale, c'est la puissance que doit fournir l'environnement pour que le générateur commence à fonctionner. Et la puissance instantanée maximale, c'est la puissance maximale qu'il peut gérer. Donc nous, dans l'idéal, on va lui donner une puissance instantanée maximale qui correspond au maximal auquel on pense qu'il peut accéder. Donc là, ce sera 70 000. Et une puissance minimale, donc là, on la mettrait la plus basse possible, seulement le prix en métaux du bâtiment correspond à un calcul qui fait entrer en jeu la puissance maximale et la différence entre la puissance maximale et la puissance minimale. Donc on a intérêt à rapprocher les deux. Bon, on peut considérer que plus de la moitié du temps, on est au moins au-dessus de 40 000. Donc on va choisir 40 000, on clique sur OK, et là on a notre éolienne qui apparaît. Donc je vais dézoomer. Celle-ci on l'avait choisie pour aller sur la montagne, donc je la place ici. Voilà. Une deuxième éolienne pour le flux lamulaire, donc celui-ci on va mettre maximal 35 000, et minimal je vais la mettre à 30 000, puisque c'est relativement stable, hein, il est presque tout le temps au-dessus de 30 000. Je vais la placer ici. Ensuite, je vais placer les panneaux solaires. Donc mes panneaux solaires, même type de menu, mais le coût est différent. Alors le coût est important, et je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce que si je zoome, donc ici, vous voyez que on a une barre de métaux et une barre de puissance, et en fait au fur et à mesure qu'on achète des bâtiments, on a de moins en moins de stock de métaux. Et donc si on ne choisit pas nos valeurs intelligemment, on risque de se retrouver à court de métaux avant de produire suffisamment d'énergie pour survivre. Donc là, on était entre 10 000 et 0. On va mettre en minimal 9 900. Et en maximal, je vais mettre 9 999. Voilà. Parce que c'est 10 000 en fait le maximum. Donc je vais en placer un là. Et une hydrolienne pour finir. Donc je clique sur le bouton hydrolienne. Et là on était à 50 000 ou rien. Donc je vais mettre 49 000. Et en maximal je vais mettre 49 999. Voilà. Je la place. C'est bon. Maintenant il faut les câbler. Donc pour câbler, on fait un clic droit sur la source. Et puis on va faire un clic droit sur le robot. Toujours de la source vers le robot.
mais quand on le fait, on a des messages d'erreur comme ceci qui peuvent apparaître, car les types de courant électrique produits par les sources ne sont pas forcément adaptés au type de courant électrique qu'utilise le robot. Donc il faut créer des convertisseurs. Ici, on nous demande un convertisseur AC-AC. Donc, OK, je construis mon convertisseur AC-AC. Voilà. Maintenant, si je relie mon éolienne à mon convertisseur, on me dit que la distance est trop longue, il faut passer par des transformateurs. Donc les transformateurs permettent d'élever la tension électrique, ce qui fait qu'on peut transporter plus d'énergie avec moins de courant électrique, puisque la puissance, c'est le produit de la tension fois le courant. Donc en élevant la tension, on peut transporter plus d'énergie avec moins de courant. Pourquoi ça? D'ailleurs, parce que en fait, les pertes par effet Joule, donc les pertes dans les fils électriques, elles se calculent en RI carré. Donc la résistance fois le courant au carré. Donc, vous voyez pourquoi on a tout intérêt à réduire le courant et à augmenter la tension pour transporter de l'énergie. Ensuite, le photopile. Donc là, on nous dit qu'il produit du courant continu alors qu'on a besoin de courant alternatif. Donc on met un onduleur, qui est un convertisseur qui permet de passer d'un courant continu à un courant alternatif. Voilà. L'éolienne ici, j'imagine déjà qu'il va nous falloir un transformateur. Mais là, puis là, je laisse un peu de place pour le convertisseur AC-AC. Voilà. Tac, je câble tout vers mon robot. Voilà, il ne reste plus que mon hydrolienne. Donc là, transformateur. Donc là. Donc je vais de mon hydrolienne à mon transformateur. Tac, permet de transformateur. Un convertisseur AC-AC. Et voilà, tout est câblé. Donc, si on clique sur les bâtiments, cela ouvre une fenêtre qui montre quelle est leur production d'énergie, comment elle varie. Donc là, on est soit à 0, soit à 28 000. C'est dû au rendement, en fait. Les hélices ici ont un rendement de 40%. On peut les démolir, mais là, on ne le fera pas. Pareil, le photopile, donc lui, il produit rien pour le moment, mais il produira quand le soleil se lèvera. D'ailleurs, on voit le soleil apparaître quand cela se produit. Donc maintenant, nous allons étudier l'ensemble de l'énergie que l'on obtient pour pouvoir essayer de stabiliser cette énergie dans le temps. Donc je clique sur mon robot pour avoir le bilan, et là, j'ai la puissance accessible en temps réel. Donc on voit qu'elle fluctue entre 14 000 et 42 000 watts total. Donc c'est plutôt instable en fait. D'autant que là, pour le moment, le photopile fournit de l'énergie. J'imagine que quand le soleil va se coucher, on va le voir descendre d'un seul coup. Voilà. Boum. Là, il est... il tient encore, mais... on voit qu'on a déjà moins d'énergie. Donc, quand on a vu pendant suffisamment de temps pour se dire que ça représente bien ce qui se passe, on peut sauver le fichier. Donc on va sauver la courbe dans un fichier qu'on va appeler énergie. Clique sur sauver. Voilà. Quitte. Donc si maintenant je reviens sur mon dossier, ici, j'ai un des sous-dossiers qui s'appelle figure générée. Je l'ouvre, et là j'ai le fichier que je viens de sauver. Donc c'est un fichier CSV. Alors bon, là j'utilise LibreOffice, si vous avez Excel, vous pouvez utiliser Excel. Voilà, je l'ouvre, je le place. Alors tout d'abord, vous avez deux colonnes. Donc une colonne, c'est le temps en année, et la deuxième colonne, c'est la puissance à cet instant donné.
Le premier problème, c'est que, en fonction du pays où vous êtes, le point n'est pas toujours reconnu comme l'indice de l'unité. Donc il faut faire un changement, rechercher, remplacer, transformer tous les points en virgule. Tout remplacer. Voilà. Maintenant il sait que on a des nombres. Donc dans un premier temps, on va calculer la moyenne. Disons, on va prendre cette case. On va faire égal moyenne. Et on sélectionne toute la colonne des puissances. Voilà, fermez la parenthèse. Donc je zoome ce que je viens de faire. Voilà. Moyenne. Moyenne B1, B597, donc toute la colonne. Voilà. Et on est bon. Donc on obtient une puissance moyenne de 33 000. C'est pas mal. Alors, considérons maintenant que on utilise 100% du temps la même énergie, 33 000 watts, qui correspond à l'énergie moyenne. Comment pourrait-on estimer l'énergie qui devrait être stockée et déstockée au cours du temps pour maintenir toujours cette même puissance malgré le fait que nos sources varient? Donc pour répondre à cette question, dans un premier temps, on va changer la date, qui est la première colonne, qui est en année, en secondes. Alors pour ce faire, d'abord, rappelons une chose. Ici, tout en haut de la fenêtre, on a noté que 1 an correspondait à 10 000 heures sur cette planète. Donc je réduis, je reviens à mon fichier Excel. Donc pour passer d'année en secondes, je fais année fois 10 000 heures fois 3600 secondes, puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure. Voilà. Entrée. Donc ça va nous donner évidemment un résultat assez important. Et je l'applique à l'ensemble de la colonne. Vous allez voir plus tard pourquoi je fais ça. Ensuite, on va calculer l'excédent ou le manque de puissance qu'on a par rapport à la puissance qu'on voudrait. Donc pour ça, on prend la puissance à l'instant t et on fait moins la puissance que l'on voudrait toujours avoir. Donc si c'est positif, c'est qu'on en a trop. Si c'est négatif, c'est qu'on n'en a pas assez. Donc ici, je vais rajouter les dollars pour pas que la case se déplace. Voilà. Et je le mets partout. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, au-delà du fait de savoir combien on perd d'énergie pendant certains temps et combien on en gagne pendant d'autres temps en consommant toujours la puissance moyenne, on voudrait savoir combien d'énergie devrait être consommée en gros, combien devrait être stocké de manière à dimensionner des systèmes de stockage que l'on pourra utiliser par la suite pour stabiliser notre puissance. Donc pour le calculer, on va s'y prendre comme ça. Donc on part d'une énergie stockée initiale qui est 0. Et on dit que l'énergie à l'instant suivant, ce sera l'énergie à l'instant précédent, plus la puissance à l'instant précédent, enfin le bilan de puissance qu'on a calculé tout à l'heure, fois, et là c'est la durée qui s'est écoulée entre ces deux points. Donc puissance fois temps, ça nous donne une énergie en fait. Donc là ça va correspondre à le temps après moins le temps avant. Voilà. Je reviens ici. Je l'applique à l'ensemble de la colonne. Et voilà. Donc c'est en joules. L'idéal c'est de tracer un graphique pour se donner une meilleure idée. Donc je vais sélectionner toute la colonne. Et je vais tracer mon graphique. Insertion. Diagramme. Non, les lignes, sans point.
terminé. Voilà. Donc, analysons ce graphique. Donc sur l'échantillon qu'on avait pris, le scénario se serait déroulé comme ça. Donc vous voyez bien déjà que la courbe commence en 0 et elle finit aussi en 0, puisqu'on a consommé pendant toute la durée la puissance moyenne. Donc, a priori, toute la puissance qui a été pendant ce temps-là. Voilà, les deux sont équivalents. Donc au début, il faudrait fournir de l'énergie. Donc jusqu'à 4 gigajoules. Et après, on nous alimenterait en énergie. Donc là, on serait chargé jusqu'à beaucoup. Donc 3 et 3 et 3. Donc 12 gigajoules. Bon, le problème, c'est que pour que ça marche, il faudrait qu'on soit jamais en dessous de 0. Et donc il faudrait qu'on démarre un peu au-dessus. Bon, ça c'est un autre problème. En tout cas, il nous faut au moins un réservoir de 12 et 4, 16 gigajoules pour pouvoir répondre aux besoins et stabiliser la courbe. Maintenant, nous allons comparer deux types de systèmes de stockage d'énergie. Le premier que vous voyez sur ce slide, c'est le condensateur. Donc en fait, son fonctionnement consiste en une accumulation de charges électriques dans certains endroits, puis ensuite une décharge, donc ces charges électriques repartent dans le circuit. Son énergie maximale de stockage est estimée grâce à la formule 1/2 de CU carré, où C est sa capacité, et U carré, donc ici U max carré, est la tension maximale qu'il peut supporter. Quand il est très chargé, sa tension est importante, il peut fournir beaucoup de puissance rapidement. Et quand il est très déchargé, sa tension est faible, il peut absorber de la puissance très rapidement. En guise de comparaison, voici le système de stockage par gravité. Vous avez un réservoir qui est rempli d'eau par une pompe qui se situe beaucoup plus bas. Donc cette pompe, soit elle absorbe de l'eau et elle la monte dans le réservoir, ce qui consomme de l'énergie, soit elle se comporte comme une turbine, elle laisse l'eau descendre, ce qui la fait tourner, et donc elle rend l'énergie. Ces systèmes de stockage peuvent permettre de stocker énormément d'énergie, pour un coût assez modéré si on dispose déjà d'une montagne en haut de laquelle placer notre réservoir, et de reliefs naturels qui peuvent permettre de construire ce réservoir en formant un lac artificiel, par exemple. Ainsi, tout ce qu'on a à construire, quasiment, c'est le tuyau, la pompe et un barrage. Et on peut stocker énormément d'énergie. Comment estimer l'énergie maximale que peut stocker ce système? Eh bien, l'énergie contenue dans l'eau, sous forme d'énergie potentielle, c'est en fait le poids de cette eau multiplié par G, donc l'accélération gravitationnelle terrestre, fois la hauteur. Donc l'énergie totale, c'est la masse maximale d'eau qu'on peut mettre en haut, fois G, fois la hauteur, entre la pompe et le réservoir. On peut la calculer aussi en utilisant la masse volumique de l'eau et en multipliant par le volume maximal du réservoir. La vitesse de transfert d'énergie, donc sa capacité à absorber rapidement de l'énergie et à en fournir, dépend essentiellement de la manière dont est construite la pompe. Ce qui est sûr, c'est qu'en augmentant la hauteur, a priori, on peut disposer d'énergie plus rapidement. Ou alors, il faut augmenter le diamètre du tuyau. Parti, place à l'action. Donc, on va construire notre système de stockage. Nous, on va utiliser le stockage gravitationnel, car il permet de stocker plus d'énergie et qu'il est moins cher, d'autant que là, nous avons une montagne. Donc, stockage gravitationnel. On a notre fenêtre qui apparaît. Alors, ce dispositif stocke l'énergie en faisant monter de l'eau grâce à une pompe, pour après la faire redescendre en récupérant son énergie potentielle comme dans un barrage. Le coût du stockage gravitationnel est calculé en prenant donc le volume maximum fois 3, plus la hauteur, plus 10. Donc, plus le volume augmente,
et plus on pourra stocker d'énergie. Ça, c'est linéaire. Et plus la hauteur augmente, et plus on pourra stocker d'énergie aussi, puisque la hauteur multiplie aussi. Comme l'augmentation de volume est 3 fois plus chère que l'augmentation de la hauteur, puisqu'ici on voit la quantité de métal sera multipliée par 3 par le volume et sera bonne pour la hauteur, quand on dispose d'une montagne, on a plutôt intérêt à miser sur la hauteur plutôt que sur le volume. D'accord ? Donc, il nous faut, pour rappel, stocker 16 gigajoules. Alors on ne peut pas non plus mettre n'importe quoi. Si notre montagne fait par exemple 10 km de haut, on peut mettre 10 000 mètres d'altitude. Bon, c'est un peu aberrant, mais là c'est pour l'exemple. Le volume maximal, lui, il faut qu'on atteigne donc, j'ai dit 16 gigas. Alors sachant que ça c'est x10 l'accélération gravitationnelle. Donc on a 100 000. 100 000, ça fait un 1 et 5 zéros. Il nous faut 16 et 9 zéros. Donc il faut 4 zéros au moins. Et il nous faut 16. Allez, on va mettre 20. Donc 200 000 mètres cubes. Le flux maximal, ça dépend de la puissance que l'on veut. La puissance, bon, c'est aux alentours de 30 000. Ça fois 10 fois la hauteur, donc 3 mètres cubes par seconde sont suffisants. Alors, le dernier paramètre, le seuil de puissance, stockage des stockages. Donc c'est un seuil de puissance. Si la puissance totale produite est supérieure à ce seuil, alors le système de stockage stockera la différence en puissance entre ce qui est produit et ce seuil. Si la puissance totale produite est inférieure à ce seuil, alors le système de stockage fournira le complément de puissance nécessaire à atteindre ce seuil. En principe, on devrait mettre la puissance moyenne que l'on avait mesurée précédemment, donc environ 33 000 watts. Seulement, il vaut mieux prendre une petite marge de sécurité. Comme ça, au pire, on aura un peu trop d'énergie stockée. Donc, on peut plutôt mettre, disons, 25 000 pour être sûr. Donc, normalement, ce système de stockage devrait permettre de maintenir la puissance autour des 25 000. Donc, voilà notre système de stockage. Je vais le placer. Voilà, donc avec le réservoir et la pompe. Ensuite, je le câble à mon robot. Alors là, on me dit qu'il faut passer par un convertisseur AC-AC. Ah, voilà. Net. Convertisseur AC-AC que je câble déjà à mon robot. Ensuite, je câble mon réservoir. Il me faut des transformateurs. Je vais en mettre un là et un là. Voilà. Ensuite, donc ça c'est le câblage de puissance, donc il va de la source vers le robot toujours, mais il faut rajouter un câble de mesure qui lui ira donc du robot vers ma source, qui permettra de régler le seuil. Voilà, il est branché. Maintenant si je... Alors quand il y a des explosions, ça veut dire que le bilan énergétique est négatif, ce qui est possible un peu au début, le temps que ça s'ajuste. Si je clique sur mon robot, je devrais avoir quelque chose d'un petit peu plus stable qu'avant. Alors là, évidemment, on le voit varier. Entre 6000 et 42, il a du mal à stabiliser, mais on voit qu'on arrive à avoir des périodes de plus grande stabilité.
ça dépend beaucoup de l'énergie stockée dans mon système. Si on regarde la quantité d'énergie stockée ou la puissance qu'il donne, donc on voit que là, il fournit essentiellement de l'énergie. Il en prend. Voilà, donc il a du mal pour le moment, mais par moment il arrive à stabiliser. Si je réouvre mon robot, on a encore des petites difficultés. Mais globalement, on est plus stable autour ici. Alors pas de 25 000, mais plutôt de 30 000. Ils sont là les 25 000. Mais on a encore des problèmes de stabilité. Alors, comment expliquer le fait qu'on ait toujours des problèmes d'instabilité malgré nos mesures? Tout simplement à cause de la taille de notre échantillon, qui devait être trop faible pour mesurer de façon exacte, si je puis dire, la quantité des variations de la puissance produite. On voit quand même que par moment, il arrive à stabiliser plus que ça ne l'était avant. Mettons-en un deuxième. Ou mettons une batterie. Voir si ça peut aider. Donc là, on n'a qu'à dire puissance instantanée maximale, disons 30 000. Capacité, disons 100. Mais n'importe quoi. 1000. Seuil de puissance, stockage, déstockage. Donc là, j'avais mis 25 000, donc je vais mettre aussi 25 000 sur celui-là. Je place ma batterie. Donc disons ici, là elle était chargée. Si j'essaie de la relier directement à mon robot, on me dit de passer par un onduleur. Voilà. Alors on va me dire qu'il me faut des transformateurs. Ça devient compliqué. Voilà, tac, tac, tac. Ah, on me dit qu'il faut un convertisseur ACAC encore. Voilà, donc là normalement il est relié. J'arrive pas à voir si le lien est bien mis. Et je fais le dernier lien entre le robot et la batterie. Ouais, il doit être mis puisque là la batterie se charge. Par moment atteint le maximal. Donc si je reclique sur mon robot, est-ce que j'ai stabilisé un peu? Alors là, on a l'air d'avoir quelque chose de encore un peu plus stabilisé. Donc c'était un problème de puissance instantanée délivré par notre stocker gravitationnel. La batterie semble aider un peu. Avec des moments quand même où on a des... est-ce que ça a moins devant? Ça m'a tout l'air. Alors, si c'était un moins, le robot exploserait, donc ce n'est pas un moins. Donc là, il est entre 11 000 ici et 42 000 ici, et donc là, on doit avoir la limite des 25 000. On voit que il est encore un peu plus stable avec quelques tout petits moments de chute et encore quelques moments où on est trop élevé. Voilà. On pourrait rajouter d'autres batteries pour lisser encore, hein, mais globalement, on bénéficie d'une quantité de stockage suffisante, c'est juste au niveau de la vitesse qu'il a du mal à suivre. Bon, donc le temps est venu de construire un extracteur, étape finale dans le jeu. Donc je clique sur extracteur, on me dit qu'il coûte 100 métaux, et je le place. Donc je vais le placer, disons,
ici. Si j'essaie de le relier à mon robot, on va me dire qu'il faut un convertisseur ACAC. Je vais le placer donc ici, c'est au plus près que je peux. Tac, tac. Maintenant on me dit qu'il faut des transformateurs que je vais placer donc un ici et un ici. Et maintenant sur mon convertisseur ACAC et sur mon robot. Voilà, là on voit que notre extracteur est en cours d'extraction et qui consomme de la puissance. Ce qui est intéressant, c'est que le robot n'explose pas, ça veut dire que la puissance, on a réussi à la stabiliser à un niveau positif grâce au système de stockage. Donc on produit suffisamment de puissance et on en stocke suffisamment de façon à la stabiliser à une hauteur qui permet que l'extracteur puisse tourner presque en continu et donc que le robot, bon, il y a des petits moments encore où on voit qu'il explose, ça c'est un problème de synchronisation entre les différents moyens de stockage, mais globalement le système fonctionne. Donc là ça veut dire qu'on a gagné le jeu. Bon, a priori on peut encore améliorer certaines choses, mais l'objectif a été atteint. Donc cette prochaine partie s'adresse plus spécifiquement aux développeurs qui pourraient vouloir reprendre le logiciel pour éventuellement l'améliorer en rajoutant des bâtiments, en imaginant de nouveaux scénarios, en changeant certaines fonctionnalités. Donc vous vous souvenez de ce dossier que je vous avais présenté au début. Alors ça correspond à ce dossier-là, logiciel. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez le modifier. Comme c'est un programme en Java, vous pouvez utiliser le logiciel Eclipse pour l'ouvrir. Donc je vais ouvrir Eclipse. Voilà. Pour ce faire, il suffit simplement d'importer ce dossier comme étant un existing project into workspace. Donc je sélectionne ça. Ensuite, je vais chercher mon dossier. Alors, donc là, il est un peu plus loin. Tac, 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 tac. Donc c'est le dossier logiciel. Je le sélectionne. Je l'ouvre. Et voilà. Quand j'ouvre mon dossier, donc j'ai mes packages, où là sont rangés tous mes codes sources. Donc, sinon, au-delà de ça, il est possible de modifier un jeu vidéo seulement en modifiant ses fichiers ressources. Je vais vous montrer de quoi je parle. Donc je retourne dans mon dossier logiciel. Et donc dans mon dossier ressources, j'ai plein de fichiers. Déjà, vous pouvez observer les images. En modifiant les images que vous avez dans ce dossier, vous modifierez aussi la manière dont elles apparaissent dans le jeu. Donc vous pouvez améliorer les graphismes par exemple, ou changer les bâtiments pour leur donner une autre apparence. Si vous regardez ici l'éolienne, vous voyez que c'est toujours la même éolienne dans plusieurs positions, avec des numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc. En fait, c'est pour composer une animation. Ces images sont passées les unes après les autres pour former une animation. Plus haut, vous avez ces fichiers-là, qui s'appellent batterie pleine.nim, batterie repos.nim, batterie vide.nim, etc. Donc si j'en ouvre une, par exemple l'éolienne tourne, j'ouvre avec un traitement de texte. Alors, vous voyez que ces fichiers anim sont sous cette forme. Vous avez un premier nombre qui est écrit, qui est le nombre d'images dans l'animation, et le deuxième nombre, c'est le nombre d'images qui doivent passer par seconde. Et après, vous avez les images une par une qui rentrent en compte dans l'animation. Vous pouvez donc modifier des animations, augmenter le nombre d'images de l'animation, faire tout ce que vous voulez pour modifier ces animations, ou même en créer des nouvelles si vous en avez besoin. Les fichiers auxquels se réfère cette animation sont des points PNG. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Ensuite, par rapport aux répartitions, si par exemple je prends cette image-là, qui s'appelle Soleil, bon, si je l'ouvre, je vais l'ouvrir avec Paint. Voilà.
Donc je réduis le zoom. Voilà, donc je l'ouvre avec Paint. C'est un peu long. Ah bah non, c'était déjà ouvert en fait, excusez-moi. Donc en fait, ces images qui permettaient de voir la répartition du soleil, elles sont tout simplement des images transparentes, hein, éditées avec différents logiciels de dessin. Donc là, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, j'ai utilisé Inkscape pour dessiner ces formes, et ensuite j'ai changé la transparence et je l'ai exporté en PNG. Ce que vous devez savoir seulement, c'est que cette image doit avoir en taille de pixels la taille exacte de l'affichage que vous aurez du panneau de jeu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si vous prenez un pixel, par exemple, n'importe lequel, celui-ci, si vous cherchez à l'étudier, vous voyez ici les paramètres de ce pixel. Donc au-delà, si on prend à part la transparence, hein, en fait, la valeur que vous avez ici en face du rouge, elle peut varier entre 0 et 255 inclus. C'est elle qui conditionne la quantité. Si par exemple vous avez 255, il multipliera la puissance maximale par 1 dans la position de ce pixel. Si vous avez 0, il la multipliera par 0. Et entre les deux, il fait un produit en croix. Si vous mettez la moitié, il produit par la moitié, etc. Donc c'est comme ça que sont définies les zones de répartition. Vous pouvez en créer des nouveaux ou modifier les déjà existants. Alors, par exemple, vous avez ici l'image d'arrière-plan. Vous pouvez très bien changer l'image d'arrière-plan et ensuite changer ces fichiers PNG là, donc pour le soleil, le vent 1, le vent 2, etc., de manière à créer un nouveau scénario de carte totalement nouveau, avec différentes dispositions, etc. Et le dernier point, vous avez un fichier qui s'appelle ressources.txt dedans. Donc pareil, vous pouvez l'ouvrir avec un traitement de texte. Utilisez plutôt un traitement de texte du style de Ultra Blocknote, ça vous permettra d'avoir des problèmes. C'est très simple, vous pouvez définir autant de ressources que vous voulez. Là j'en ai deux, puissance, métaux et puissance. Alors je vais zoomer. Donc métaux et puissance. Tout simplement à chaque fois c'est nom de la ressource à la ligne, quantité de départ. Nom de la ressource à la ligne, quantité de départ. Et de cette façon, vous pouvez définir tous les types de ressources et la quantité qu'il y a au début. Voilà. Donc maintenant, entrons dans le code un peu. Donc je vais réouvrir Eclipse. Imaginons que vous vouliez ajouter un type de bâtiment. Vous allez dans le package bâtiment. Alors je vais ouvrir, donc il suffit de créer un nouveau fichier en fait dans ce package. Je vais ouvrir par exemple éolienne. Voilà. Donc déjà vous devez, quand vous créez votre classe, vous devez créer un extend agent et ensuite vous avez différentes fonctions que vous devez déclarer à l'intérieur pour que ça marche. Donc déjà là vous avez la liste de vos animations, vous mettez les noms que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ça c'est la fonction qui permet de créer, donc c'est ici que vous allez charger vos animations. Donc d'abord vous mettez à chaque fois un new animation, etc. Et après, chacun de ces valeurs, vous allez chercher dans le fichier le nom du fichier, dans le dossier ressources, le nom du fichier d'animation que vous voulez charger pour chacune de ces variables. Derrière, vous pourrez les utiliser pour afficher votre bâtiment dans différents cas. Là, vous définissez la hauteur en pixels et la largeur. Vous devez réécrire cette fonction, agent nouveau, etc. Ensuite, vous avez donc cette fonction, je vais un petit peu dézoomer, vous avez cette fonction appdt qui vous donne le comportement de votre bâtiment. Donc ça commence par appeler toutes vos animations en leur donnant le pas de temps pour qu'ils passent de frame en frame, que l'animation se fasse. Ensuite, là vous faites toutes vos opérations, ce que vous avez envie de faire, à chaque pas de temps.
à chaque fois qu'on lui demande ce qu'il faut faire, chaque pas de temps, il le fait. Sachant qu'ici, le double des TT, c'est la quantité en temps qui est passée entre deux appels de cette fonction. Donc à vous de voir, il se souvient de choses, il fait des choses, etc. Ensuite, vous avez cette fonction affichage qui permet d'afficher le bâtiment, tout simplement. Donc pour l'afficher au bon endroit, il suffit de l'afficher en X, Y avec la longueur grand L, petit l, noté défini. Alors là par exemple, ça dépend de son état. S'il est au repos ici, ça affiche l'animation nulle. S'il est dans un état faible, donc les états, je les ai définis dans son comportement, tout simplement. Il affiche mouvement faible aux bonnes coordonnées ou mouvement fort. S'il y a écrit explosion, ça affiche une explosion, etc. Après, vous avez cette fonction, le panneau de construction. Donc là, c'est simplement la définition d'un menu. Le menu qui apparaît quand on clique sur le bâtiment pour le construire. Donc là, vous écrivez ce que vous voulez, vous mettez des text fields, ce qui permet de récupérer des valeurs. Ensuite, vous avez la dernière fonction, l'estimation du coût. Donc là, c'est à partir des valeurs récupérées dans les text fields que vous avez mis en haut, qu'il y a une condition qui se met pour dire si on peut ou pas mettre ces configurations pour créer le bâtiment. Et ensuite, on a création d'une classe de type ressources, donc avec nombre de ressources, et puis on met le coût pour chaque type de ressources que l'on veut allouer. Donc là, il y a un seul type de ressources dans la liste. Ce type, donc le type numéro 0, c'est métaux. Et là, la valeur de cette quantité de métaux que ça va coûter, elle est calculée là. Donc très simple. Vous vous souvenez sûrement avoir vu qu'on pouvait relier les bâtiments avec des fils. Alors comment ça marche? Quand deux bâtiments sont reliés avec des fils, eh bien, on peut accéder aux valeurs de ces fils alors, par certaines astuces. Donc si par exemple j'ouvre un autre bâtiment, disons le stockage gravitationnel qu'on avait vu, donc lui, on relie le robot au stockage gravitationnel. Donc comment est-ce qu'il peut identifier la valeur qu'il y a dans le robot? Eh bien, c'est tout simplement en utilisant cette variable-là. Donc, vals connecté, donc c'est valeur de l'agent connecté. Donc là, vous avez chacun, si par exemple on en avait relié deux, ils auraient chacun un numéro, le numéro 0 et le numéro 1. Il n'y en a qu'un seul qui est relié en général, c'est le numéro 0, point valeur de sortie. Et ça nous donne la valeur, donc la variable, la grandeur, émise par le bâtiment qui est relié à ce bâtiment-là. Et lui-même, ce bâtiment, il crée une valeur que l'on peut lier à un autre bâtiment. Donc c'est celle qui va du stockage gravitationnel vers le robot. Et cette valeur-là, c'est valeur de sortie. Donc dans la fonction toujours appdt, vous pouvez changer la valeur de sortie de votre bâtiment. Chaque bâtiment a une valeur de sortie. Et c'est cette valeur de sortie qui sera envoyée par les fils qui lui sont reliés à d'autres bâtiments, qui eux pourront y accéder grâce à ces variables-là. Donc, val de sortie, le numéro du bâtiment donc, qui lui est relié, donc là c'est dans l'ordre où ils ont été reliés, point valeur de sortie. Ce qui permet de faire communiquer les bâtiments entre eux en fait, ou d'échanger les puissances. Donc pour tous les bâtiments qui produisent de l'énergie, en fait, ils agissent seulement sur cette valeur de sortie, et c'est le robot qui regarde tous ces valeurs de sortie val connectées, qui les somme pour avoir la puissance totale. Donc maintenant, vous vous demandez sûrement comment les bâtiments savent quelle est la quantité pour chaque type d'énergie auquel ils ont accès, sachant que cette quantité varie en temps réel. Pareil, le système gère tout. Donc par exemple dans le bâtiment éolienne, vous allez toujours donc dans votre fonction appdt, et là vous avez deux arguments, status.s avec les crochets et val status. Donc c'est deux tableaux. Le premier tableau, il contient le nom de toutes les zones. Il contient le nom de toutes les zones.
Et le premier tableau, il contient la quantité, la valeur de chacune de ces zones. Donc par exemple, on veut connaître la valeur du vent 1. Donc on rentre le tableau status, val status, nb status est le nombre de zones qui existent. Et cette fonction vous retourne la valeur de cette entité de zone. Dans le cas de l'éolienne, il va sommer la puissance donnée par vent 1 et la puissance donnée par vent 2. Et après, il travaille avec celle-ci. Donc c'est très simple. Mais si vous vouliez créer une nouvelle type de zone, une nouvelle type d'énergie qui n'est pas encore dans le jeu, pour vous y prendre, il faudrait vous rendre dans le package sous map type. Là, vous avez différents types, vous voyez. Vous avez le type fixe, où en fait c'est tout le temps la même puissance qui est mise. Là, vous avez le type solaire jour-nuit. Donc ici, vous voyez, il n'y a que donc deux fonctions, hein, une fonction de création, on extend sous map, et une fonction gérer la fonction d'été. Donc là, par exemple, il somme le pas de temps à une variable temps à chaque fois. Quand elle dépasse la moitié d'une période, il met l'amplitude, sinon il met 0 et il recommence. Ce qui permet de faire le jour et la nuit. Donc c'est simplement en changeant la valeur de la variable valeur que l'on change, on fait l'algorithme qui change la valeur donc de l'entité au cours du temps, qui sera répartie ensuite sur la map. Dans le cas du vent, là, ce que j'ai fait, c'est un petit peu plus trivial. Ici, j'utilise une génération de valeurs aléatoires. Donc en gros, il joue au dé, et à chaque lancer de dé, il décide s'il change ou non l'amplitude du vent. Et on peut mettre plusieurs paramètres, donc un paramètre qui est la variation, et un paramètre, le taux de variation, et un paramètre qui est la probabilité de variation. Donc à vous, vous pouvez créer aussi le vôtre. Vous rajoutez un fichier ici, et puis vous le remplissez de la même façon en changeant l'algorithme dedans. Et puis ça, plus les fichiers images supplémentaires que vous créez, vous pouvez créer de nouvelles zones comme ça. Et je vais vous expliquer comment ensuite les intégrer au système. Donc en fait, tout se passe dans une seule classe qui s'appelle panneau menu, qui se trouve, je vais vous montrer ça. Donc là, vous avez vos packages, vous allez dans menu, et vous avez, alors panneau jeu, excusez-moi, la classe panneau jeu. Donc je l'ouvre, là voilà. Donc dans la classe panneau jeu, donc bon, vous avez la déclaration du menu, hein, avec tous les layouts, etc. Ça, à vous de voir si vous avez le courage de faire quelque chose de mieux ou pas. Ce menu des ressources, ça marche plus. Donc menu vue, etc. Mais vous, ce qui va vous intéresser, c'est cette première fonction, menu des bâtiments. C'est ici que sont déclarés tous les boutons de type de bâtiment avec leur nom. Donc il suffit de suivre le même schéma que pour les autres bâtiments. Hein. Pour voir le bouton qui construit les éoliennes, on écrit cette ligne, mettant le type de bâtiment là. Et tout est géré automatiquement ensuite derrière, vous n'avez rien besoin de faire. Et la deuxième fonction qui doit vous intéresser, c'est celle-ci, l'OAD sous map. C'est là que vous allez définir les éventuelles zones supplémentaires que vous allez faire. Donc c'est très simple. Vous mettez votre variable new, le type de sous-map que vous aviez déjà déclaré dans les packages qu'on avait vu tout à l'heure, dans lequel vous chargez l'image de zone, donc qui est dans le fichier ressources, qui est transparente rouge, à laquelle vous donnez un nom, et ensuite vous la rajoutez dans l'environnement avec la fonction ajouter une sous-map. Et c'est tout. Tout le reste est géré automatiquement. Voilà. Là, c'est le chargement des ressources depuis le fichier ressources.txt. Si vous utilisez le fichier, vous n'avez pas besoin de le modifier. Bon, ça c'est quand il crée. Donc là, voilà, vous avez tout vu. Ici, vous pouvez éventuellement changer la position initiale du robot, qui est donnée là en pixels, et la taille de la fenêtre ici. Enfin, la taille de la carte, plutôt. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous laisser les codes sources, donc comme je vous les ai présentés dans les commentaires. Vous avez une version normale du jeu et une version small.
où en fait simplement c'est pour ceux qui ont un plus petit écran, donc la taille de l'interface a été réduite. Et voilà, j'espère que certaines personnes, au-delà du simple jeu, que certains vont pouvoir s'amuser avec, et que d'autres vont pouvoir, s'ils le souhaitent, l'améliorer, en faire autre chose. Ce sont des choses que j'ai tout juste le temps de développer, et donc après, derrière, il faut que ce soit repris pour devenir quelque chose de mieux, quoi. Voilà. Au revoir à tous. Merci.